Un nouveau gouvernement de transition vient de voir le jour du côté de Bamako, au lendemain du limogeage de l'homme en image, le Dr Choguel Kokala Maïga. La rédaction d'Afrique Média s'interroge ce soir. Quel avenir donc pour la transition avec Abdoulaye Maïga, la primature, la nomination de ce dernier à la primature malienne, un nouveau chapitre qui va donc s'ouvrir pour la transition en cours du côté du Mali. Connu pour son ton martial dans ses sorties contre l'impérialisme occidental, Abdoulaye Diop a quelquefois été présenté par son prédécesseur comme faisant partie de ceux qui n'appliquaient pas à la lettre les résolutions des assises nationales de la refondation. Si cette désignation semble incarner une continuité militaire assumée, elle soulève les inquiétudes pour certains qui voient un risque de renforcement de l'influence de l'ancien régime et des forces pro-impérialistes. De plus, de nombreux observateurs voient dans la mise à l'écart du Dr Choguel Kokala Maïga un risque d'embrasement de la sphère politique malienne. Quel avenir pour le Mali avec l'arrivée d'Abdoulaye Maïga à la primature alors que le peuple malien aspire véritablement à l'expression la plus profonde de sa souveraineté renforcée, mais surtout à une transition beaucoup plus juste. On fait le point avec nos invités qui nous retrouvent à l'instant. Vous nous retrouvez vous aussi, amis téléspectateurs. Bienvenue à toutes et à tous. Le général de division Abdoulaye Maïga sera donc la nouvelle tête forte, j'y arrive, de la primature malienne qui va donc bien entendu gérer la transition qui semble faire l'objet des sérieux débats au lendemain donc du limogeage du Dr Choguel Kokala Maïga. Il faudra rapidement, pour ceux-là qui avaient assumé tant soit peu cette responsabilité alors que le précédent Premier ministre avait des pépins de santé. Mais quel environnement hérite-t-il au lendemain donc de la mise en place d'un gouvernement, un nouveau gouvernement de transition qui a d'ailleurs été nommé ce jour et dont la rédaction d'Afrique Média a d'ailleurs pu avoir une copie. On y reviendra de fond en comble. C'est un mélange de civils et de militaires pour permettre donc à la transition malienne qui avait pris bien entendu une résolution ferme et forte de pouvoir remettre le pays sur les rails, de pouvoir retrouver donc un véritable développement socio-politique, mais surtout économique. On fait le point avec nos invités qui sont avec nous. Mohamed Bil Traoré, il est président du mouvement pour la résistance citoyenne. Merci d'être avec nous, Mohamed. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous les auditeurs d'Afrique Média. Juste à vos côtés, Mamadou Sidibé, il est porte-parole du mouvement Initiative Zéro Violence. Bonsoir à vous, Mamadou Sidibé. Et bonsoir également, monsieur. Et bonsoir également à l'ensemble des téléspectateurs, bien sûr, d'Afrique Média. Avec tout plaisir, le nôtre de vous avoir. On rappelle qu'on sera rejoint par Bokari Diko, un doyen de la presse locale, journaliste consultant, mais surtout notre correspondant local à Bamako, Monoko Touali, qui vont nous retrouver dans un court instant. Mamadou Sidibé, je vous retrouve très rapidement au lendemain de la sortie de l'ex-premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. On a vu les forces vives de la nation qui se sont levées, plusieurs organisations non gouvernementales, pour réclamer la démission de ce dernier parce que, jugeant inopportune la sortie du Premier ministre dans laquelle il dénonçait un certain nombre de choses, l'incohérence au sein de l'administration, au sein de son gouvernement, mais surtout, il dénonçait un certain nombre d'entraves liées donc notamment aux résolutions des assises nationales de la refondation. Quelques jours après, ces revendications ont finalement eu raison de lui parce que le gouvernement, le président, le général Assimi Goïta a décidé de le mettre à l'écart. Comment avez-vous trouvé la décision, comment jugez-vous la décision du président de transition, le général Assimi Goïta, de se séparer de celui-là jusqu'ici qui faisait encore, on va dire, l'unanimité avant la sortie de samedi dernier? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre question. Et pour ceux qui nous suivent depuis, bien évidemment, toujours, savent un peu quelle est notre position par rapport, bien évidemment, notre position antérieure qui a consisté, bien sûr, à nous opposer d'abord à la nomination, bien sûr, de Choguel Kokala Maïga comme Premier ministre en son temps. Et deuxièmement, nous sommes ici ce soir. Malheureusement, nous aurions souhaité être là
en disant que ce que nous avions dit il y a plus de 2 ans, c'était bien évidemment avéré faux. Parce que nous nous sommes dit contre la nomination, bien sûr, du M5 en donnant le poste de Premier ministre au M5 et singulièrement en nommant Choguel comme Premier ministre en son temps. Nous avons estimé que c'était le plus mauvais choix que la transition malienne était amenée à faire. Et cela, nous l'avons dit devant Dieu et les hommes, devant plusieurs médias derrière. Et pour cela, nous avions avancé 3 raisons. Alors, Mamadou Sidibé, oui. Vous rappelez, alors vous nous dites si bien vos positions sont connues sur le personnage ou alors la personne du Premier ministre, de l'ex-Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. Pour vous, c'est un mauvais casting. Mais que reprochez-vous véritablement au Dr Choguel Kokala Maïga? On l'a vu effectivement aux avant-postes de ce mouvement qui a eu à renverser l'impérialisme qui s'était finalement incarné à la personne de l'administration d'Ibrahim Boubacar Keïta. Comment expliquez-vous effectivement qu'à cette époque, il ne soit pas la personne qui incarnait véritablement cette révolution quand on sait véritablement ces faits d'armes au sein du mouvement du 5 juin, bien qu'il y a eu raison effectivement du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta? Effectivement, d'ailleurs, ce n'est pas la personne du docteur Chougala qui nous pose problème, ce n'est pas sa personne. Nous l'avons dit, nous nous sommes érigés contre le fait que les militaires soient amenés à choisir bien évidemment un camp qui était les M5 RFP. Notre opposition était à ce niveau. Et comme vous l'avez si bien dit qu'il a incarné bien évidemment un leadership au sein de ce mouvement M5 RFP, je vous rappelle bien évidemment qu'avant ce mouvement M5 RFP, que ce même Dr Choguel Kokala Maïga était ministre de la Communication, directeur général de l'AMRTP, et porte-parole, bien évidemment, du gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et ce n'est qu'après son limogeage du gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta, pas que lui seul, ce n'est que lorsque beaucoup d'entre eux se sont retrouvés dans la disgrâce, qu'ils se sont retrouvés à créer maintenant ce mouvement qu'ils ont appelé M5 RFP. Je n'ai rien, bien évidemment, contre la mauvaise gestion dont les gens se sont toujours opposés du régime Ibeka, non. Moi, ce que j'ai fait contre Ibeka, mon co-débatteur viendra, il en sait beaucoup d'ailleurs. Mais je vois mal quelqu'un qui a servi un président pendant pas mal de temps. Après son limogeage, et je l'ai dit en son temps que Choguel est le seul qui soit bien évidemment devenu porte-parole d'un gouvernement et après porte-parole d'une opposition contre ce même président de la République en exercice. Donc, pour vous dire que, compte tenu du fait que nous étions dans un régime démocratique, nous avons estimé que choisir bien évidemment les M5 à travers la personne de Choguel Kokala Maïga, nous avons dit que nous considérions bien évidemment ce choix-là comme une capitulation à l'époque des militaires face bien évidemment au M5. Et deuxièmement, nous avons également estimé que c'était une rançon accordée à ceux-là qui ont déstabilisé les institutions, bien évidemment, démocratiques d'un pays. Et que troisièmement, l'armée, en tant qu'armée républicaine, se devait de ne pas choisir un camp. D'où notre proposition d'alors qui était d'exiger la nomination d'un Premier ministre neutre, qui allait être à équidistance de tous et qui allait bien évidemment former un gouvernement d'union inclusive basé sur la valeur intrinsèque des membres qui allaient composer. Alors, Mamadou Sidibé, qu'entendez-vous par un Premier ministre neutre? Est-ce qu'il devait venir de la société civile ou alors des partis politiques de l'opposition ou alors ceux de la majorité présidentielle qui avait longtemps accompagné le président Ibrahim Boubacar Keïta, où il fallait absolument faire ce qui a été acté aujourd'hui, c'est-à-dire la nomination d'un militaire comme Premier ministre? Pas du tout la nomination d'un militaire, non. Le premier gouvernement qu'il y a eu après le coup d'État du 18 août, vous savez, on a continué de dire que les premières institutions sont toujours les bonnes. Il y avait un premier ministre qui était là, qui était neutre, qui n'était issu d'aucun parti politique et qui avait mis un gouvernement d'union, bien évidemment. Donc moi, j'aurais souhaité, même après l'arrestation du président Bandaou et de son premier ministre, qu'il y ait un premier ministre issu, bien évidemment, c'est-à-dire de la société civile au besoin, ou bien un Premier ministre technocrate, même venu de l'extérieur ou de partout, mais qui allait être un Premier ministre chevronné, avec un agenda bien évidemment, un carnet d'adresses avéré,
et qui allait permettre au Mali de renouer avec l'ensemble de la communauté internationale. Donc, moi, j'estime sincèrement que choisir un premier ministre d'un bord pendant une transition, c'est quand même faire un choix parmi, bien évidemment, tant d'autres. Et c'est là... Peut-être dans la démarche des autorités de transition, il fallait véritablement, passez-moi l'expression, récompenser ceux qui avaient eu le mérite quand même de cette revendication, qui a eu lui aussi le mérite de mettre à mal le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Comment devait-on faire sans les véritables responsables de cette révolution? Ça a commencé par le moment du M5-RFP, même si après cela a été encadré par les militaires. Vous conviendrez quand même que vous affirmez ce que j'ai dit, qu'il y a eu une rançon pour les gens qui ont déstabilisé les institutions. Et de tels comportements, nous n'aurions jamais dû l'encourager. Moi, je trouve que non. Alors, vous dites Mamadou Sidibé, que le mouvement M5-RFP a renversé les institutions. Pourtant, plusieurs Maliens se retrouvent derrière cet acte. D'ailleurs, pour eux, c'était un coup de la libération. Monsieur, vous savez, il faut souvent que les gens comprennent une chose. Quand il y a manifestation, surtout quand les gens sont souvent à bout et qu'il y a manifestation, il y a ce qu'on appelle la foule, les gens sortent. Mais je vous rappelle que les statistiques nous ont démontré que la plus grande manifestation qu'il y a eu, on parlait d'1 million de personnes, bien évidemment, au niveau du boulevard de l'Indépendance, qui n'est pas loin de mon bureau d'ailleurs. Et vous conviendrez que le Mali fait 24 millions d'âmes. Donc, si 1 million de personnes sortent quand même pour réclamer quelque chose, et que malencontreusement, ils obtiennent ce qu'ils veulent, cela quand même ne voudrait pas dire qu'ils sont majoritaires dans cette démarche-là, même s'ils étaient dans la contestation. Donc, moi, j'estime très sincèrement, quel que soit, je dis bien, quelle que soit l'issue de la lutte du M5-RFP, à partir du moment où ce sont les militaires qui sont venus parachever la lutte, comme ça a été dit, les militaires en tant qu'armée républicaine, moi, j'estime sincèrement qu'ils devaient être à équidistance de l'ensemble des couches socio-professionnelles du Mali. D'accord. Moi, je ne parle pas en termes d'appartenance. Non, non, non. Moi, je parle en tant que responsable, bien évidemment, en tant que leader, et je donne ma vision cohérente de comment réellement on devait procéder pour permettre au pays de s'en sortir et pour permettre l'union sacrée afin que les Maliens, quand même, parce que vous conviendrez quand même que le choix du M5 a causé pas mal de problèmes, parce que ça a continué à désunir les Maliens. Au lieu que les Maliens soient unis, c'était tout le contraire. Ce qui n'est aucunement recherché dans une transition. Une transition, c'est une période où normalement il n'y a jamais d'opposition, mais il y a une juxtaposition. Mais malheureusement, nous avons vu quand même qu'il y avait à la limite des gens traités de dignifices et d'autres d'indignes, ce qui n'est pas acceptable pendant une période transitoire. Merci à vous. Mamadou Sidibé, pour votre premier jet, je retourne rapidement avec vous. Mohamed Bill Traoré, rapporteur président du mouvement pour la résistance citoyenne. Alors, on a su avec beaucoup d'intérêt. Diko en ligne, bonsoir. Bokari Diko, je crois qu'il nous a rejoint. Bokari, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, on vous retrouve dans un court instant, tout comme Monoko Touali. Parole à Mohamed Bill Traoré. Mohamed, alors on a su avec beaucoup d'intérêt, je l'ai dit, M. Sidibé Mamadou, qui pour lui, eh bien, posait dans sa réflexion le choix qui a été porté sur la personne du docteur Choguel Kokala Maïga. Alors, est-ce que pour vous, aujourd'hui, le fait qu'on en arrive à ces événements est du seul fait, de la seule responsabilité de la présence du docteur Choguel Kokala Maïga au sein de cette transition? D'abord, je tiens à vous saluer, M. Gomo, et à tous les auditeurs, à mes co-débatteurs, je leur dis bonsoir. Monsieur Gomo, quand vous prenez la situation du Mali à ce niveau-là, je ne pense pas que les uns et les autres vont bien comprendre qu'est-ce qui se passe au Mali. Il faut d'abord souligner que le Mali faisait face à un problème d'insécurité très très grave qui dure depuis plus de 20 ans. Il rappelle effectivement, Mohamed Bill Traoré, que les populations exaspérées effectivement de ces morts à répétition, de ce terrorisme transnational instrumentalisé qui cognait aux portes de Bamako, eh bien il fallait faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle eh bien, il y a eu ces manifestations pour s'opposer contre ce qui est qualifié à l'époque comme étant du laxisme venant du gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta, vis-à-vis en tout cas du terrorisme. Exactement. Exactement. Je vais vous dire aussi que la raison fondamentale qui a fait que Ibrahim Boubacar Keïta a accédé au pouvoir,
c'est que le peuple malien pensait qu'il allait trouver une solution à ce problème d'insécurité. C'est ça qui a fait que Ibeka est venu au pouvoir. La majorité écrasante de la population malienne pensait que Ibeka, arrivé au pouvoir, allait trouver une solution à ce problème-là. Mais malheureusement, nous avons tous soutenu Ibeka. Lors de son premier mandat, il a eu plus de 77%. Et deuxième mandat, il a passé, même s'il y a eu des soucis. Mais c'est pour vous dire que pendant plus de 10, 20 ans, 15 ans, le Mali fait face à ces problèmes d'insécurité. C'est ça qui a amené des renversements du pouvoir au Mali. Tout dernièrement, c'est le peuple. C'est vrai, moi, je ne me retrouvais pas dans ce combat du M5, mais il faut le reconnaître. Le Mali faisait face à ce problème d'insécurité très, très grave. C'est ça qui a suscité le peuple à sortir pour demander la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. À ce niveau, le Mali faisait face à deux problèmes. Il y a un premier problème d'insécurité qui est là, qu'on peut appeler problème endogène. Un deuxième problème, il y a ce qu'on appelle le problème exogène. Ça, c'est le problème politique impérialiste extérieur imposé à nos gouvernants. Parce que nous avons compris que ces problèmes d'insécurité tient sa source vers l'extérieur, qui quitte de l'extérieur vers chez nous. Donc, Ibeka est parti. Les mouvements déclencheurs du départ de Ibeka, qu'on appelle les M5 RFP, et les leaders de ces mouvements étaient Choguel Kokala Maïga. Vu que les 10 fils du pays, les militaires souverains qui sont venus au pouvoir, au début, les gens n'y croyaient pas. Mais après, après le départ de Bandaou, le pouvoir en place a fait appel à Dr Choguel Kokala Maïga, dont son cheval de bataille était son discours contre l'impérialisme, son discours pour l'éveil de conscience du peuple malien et du peuple africain. C'est ça qui a permis en toute sincérité son combat, son utilité dans ce combat-là a été reconnue par tout le monde. Donc, nul ne peut ignorer le rôle que Choguel a joué dans ce sens-là. Au début, jusqu'à la fin, je dirais jusqu'à ces derniers moments-là, Choguel était en train de jouer pleinement ce rôle contre l'impérialisme qui ne faisait que tuer le peuple malien. Donc, son complot international contre le Mali. Donc, on ne peut pas dire que... Mohamed Biya, on se souvient effectivement de son discours devant les Nations Unies où il affirmait que le Mali avait été abandonné par l'un de ses vieux partenaires, la France. Son expression, le Mali a été abandonné en plein vol sonora. Eh bien, la révolte diplomatique qui va orienter, bien entendu, la réflexion géopolitique désormais du Mali jusqu'à ce jour. Et même son prédécesseur, le désormais général Abdoulaye Maïga, n'a fait que suivre en tout cas cette orientation géopolitique qui avait effectivement impulsé à son temps le docteur Choguel Kokala Maïga. C'est pour cette raison que je dis qu'il a joué un rôle très très capital dans la révolution malienne. Parce qu'il n'est caché à personne que la France avait la même mise sur notre pays. Et depuis ce jour-là qu'il a dit que le Mali a été abandonné en plein vol par la France, et le Mali a déposé des plaintes contre la France jusqu'à aujourd'hui. Le Conseil de sécurité n'a pas pu organiser cette séance autant demandée par les autorités maliennes pour prouver que réellement la France était dans cette complicité contre le Mali. Donc, dire que depuis que Choguel Kokala est venu au pouvoir au Mali ici, dire qu'on ne veut pas de lui, c'est parce qu'en toute sincérité, son combat, son cheval de bataille était contre l'impérialisme, focalisé contre vraiment ces impérialistes-là qui traitaient le Mali comme, je ne sais pas comment expliquer, qui traitaient le Mali comme sous tutelle. Donc, moi, je dirais que c'est ces derniers temps-là, le fait qu'il a changé de discours, qui a suscité le soulèvement du peuple malien contre lui. Mais dire que Choguel Kokala Maïga n'a pas servi le Mali de son combat contre l'impérialisme, je pense que c'est mal connaître cette réalité-là. Voilà.
Je vous retrouve avec vous, vous êtes journaliste, on va constater les faits. Les faits sont désormais, en tout cas, la consécration, on va le dire, du général Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre du côté du Mali, même s'il garde davantage son portefeuille, avec un gouvernement qui a été une forme de mixage, une juxtaposition des civils aux militaires. De prime abord, Bokari Diko, que vous inspire en tout cas ce nouveau gouvernement que va donc piloter, diriger effectivement le général Abdoulaye Maïga? Merci de m'avoir posé cette question-là. Tout simplement, le retour du général de division Abdoulaye Maïga à la primature confirme la fin de la récréation, la fin d'une méthode de gestion qui ne répondait pas en réalité à la diplomatie malienne qui est très active ces derniers temps, et mieux au désir du peuple malien. Ce qui fait que son retour va permettre un nettoyage de l'appareil administratif et de recentrer la politique extérieure du Mali, et mieux que ça, ressouder les Maliens, ressouder la classe politique, ressouder les forces vives avec la sécurité militaire en place à Bamako. Ici, c'est le lieu de rappeler une fois de plus que Choguel a été incapable sur toute la ligne de rassembler le peuple malien derrière leurs dirigeants, derrière la politique actuelle du Mali, qui a fait que le Mali est devenu, en tout cas, la tête de proue de l'AES pour mettre un terme, en tout cas, à cette domination française, sinon de l'Occident, sur nos États. Donc, le retour d'Abdoulaye Maïga explique une rupture avec une question dont, en tout cas, les discours exacerbés en tout cas l'opinion nationale, et ils passaient tout le temps, et les uns et les autres, on leur proposait des solutions. Et sa sortie du samedi est malvenue. Pourquoi? Au moment où les djihadistes sont en train de brûler des villages au centre du Mali, au nord du Mali, au moment où l'armée est en train de se battre contre les djihadistes, voilà un Premier ministre qui vient devant les citoyens se plaindre que j'ai des problèmes avec le président de la transition ou avec les plus hautes autorités. Ce qui a créé un choc qui a valu aujourd'hui des marches dans toutes les grandes villes du Mali et qui ont demandé son limogeage pur et simple. C'est inédit, ça a choqué, a bouleversé tout le monde. Donc, pour me résumer, le retour d'Abdoulaye Maïga à la primature, c'est une nouvelle page qui s'ouvre dans le gouvernement, en tout cas pour la gestion gouvernementale. Ce qui fait que quand vous avez les 7 ou 5 rentrants dans le gouvernement, c'est des civils qui remplacent d'autres civils dont certains étaient politiques très proches de Choguel Kokala Maïga. C'est un nouveau départ qui va venir. Et comme je dis, sous peine de me répéter, Abdoulaye Maïga déjà a une expérience de 4 mois à la primature, en même temps, détenant son portefeuille de l'administration territoriale, saura comment il faut ressouder les partis politiques avec les autorités actuelles afin qu'on on parte sur un nouveau débat. Merci à vous, monsieur Bokari Diko. Monoko Touali, je vous retrouve. Alors, dans les plaintes du docteur Choguel Kokala Maïga, il relevait davantage la forte présence, ou alors l'omniprésence du ministre de l'administration territoriale, devenu Premier ministre, à savoir le général Abdoulaye Maïga, dans la gestion même d'un certain nombre de résolutions des assises nationales de la refondation. Alors, est-ce que le fait qu'il soit aujourd'hui nommé Premier ministre ne confirme pas davantage cette omniprésence dont il semblait lui dénoncer à son temps le docteur Choguel Kokala Maïga? Monoko Touali. Ah, ok. Activez votre micro, Monoko. Oui, j'ai dit, allô? Oui, nous vous recevons. Vous m'entendez? Parfaitement, Monoko. Ok, merci. Et on a un souci de délestage ici, donc on gère avec, mais ce n'est pas trop grave. Ce que je vais simplement dire ici est que même si ce n'était pas Choguel Kokala Maïga, ou que ce soit une autre personne que le général Abdoulaye Maïga ait été choisi, cela rentre dans la logique de ceux qui ont aujourd'hui en main la gestion du pouvoir. Puisqu'ils sont 5 qui ont fait le coup d'État. Et chacun a une responsabilité bien définie. Il y a au niveau du CNT, il y a au niveau de la sécurité, il y a au niveau
de l'armée et aussi la sécurité d'État, ils sont ensemble et ils ont décidé de gérer ensemble pour ne pas qu'il y ait des frustrations ou des fissures entre eux. Ça, c'est un premier point qu'il faut déjà noter. Alors, le fait que Abdoulaye Maïga remplace Choguel Kokala Maïga, est-ce que cela suppose que ce que Choguel Kokala Maïga lui-même dénonçait s'avérait ainsi? Il faut prendre du recul. À ce niveau, je ne crois pas, puisque Choguel était le premier ministre chef du gouvernement. Alors, tous les ministres sous sa responsabilité, si à son niveau il constatait certaines choses, il était dans ses droits, il avait la liberté, il avait le choix de les appeler un à un, échanger avec eux en interne pour savoir de quoi il est exactement question. Et Choguel Kokala Maïga était bien placé pour gérer la crise en interne. Je dis bien la crise en interne, parce qu'il s'agit de l'État, l'État malien. Alors, pourquoi aurait-il choisi d'exposer tous ces griefs sur la place publique? On se rappelle que le malentendu entre l'Algérie et le Mali, on a tous accusé, tout le monde a accusé l'Algérie pour n'avoir pas eu recours au levier diplomatique et dénoncer le Mali sur la place publique, c'est-à-dire sur la tribune des Nations Unies. Or, l'Algérie avait les moyens d'appeler le ministre des Affaires étrangères et gérer ça en interne. C'est la même chose. Le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a la responsabilité de conduire le gouvernement, les actions gouvernementales, celui-là a aussi le pouvoir de gérer les problèmes en interne. Pourquoi a-t-il choisi un meeting pour exposer l'État, pour montrer qu'au sein de l'État, rien ne marchait? Alors, si il a été succédé par général Abdoulaye Maïga, ça pouvait être une autre personne. Cette thèse de dire qu'il y avait des complots en interne qui n'allaient pas, pourquoi depuis là, il n'avait pas eu le droit de démissionner? Parce que c'est aussi cela. Non, Kotwali, d'ailleurs, son message de revoir, il dit on a usé de patience parce qu'on on s'attendait, on avait espoir, du moins on a encore espoir à ce que cette transition puisse véritablement réussir, en un mot. Oui, il a patience que ça peut réussir. Mais qui allait faire réussir la transition si ce n'est pas le chef du gouvernement? C'est le Premier ministre qui doit faire réussir la transition. C'est le Premier ministre qui doit réunir tous les Maliens autour de la transition. C'est le Premier ministre qui va faire taire toutes les dissensions. C'est le Premier ministre qui va montrer l'aspect politique de la transition. Et Fabrice, sachez que la transition est gérée par les militaires. Les militaires ont leur conception du pouvoir, ont leur logique du pouvoir. Les militaires ne sont pas hypocrites. Quand ils prennent une décision, ils les assument. Et c'est à ce niveau-là qu'ils ont fait appel aux civils. Et d'ailleurs, ce n'est pas n'importe quel des civils. C'est l'un des civils qui était dans les rues, qui marchait sur la place de l'indépendance pour réclamer le départ du régime de fin. À ce niveau, dès l'instant qu'il est choisi, son premier réflexe devrait être de réunir tous les Maliens, toutes les composantes de la société malienne qui aiment marcher. On se rappelle que sur sa tutelle, Mahmoud Didiko n'est plus là, Kao Jim n'est plus là, Ben le cerveau est où? Alors, on peut s'interroger, et les politiques qui ne peuvent pas aussi participer à la gestion transitoire. Alors, on pourrait se poser la question de savoir, mais qui avait pour mission de réunir les Maliens autour de tout ça? Quand il parle de patience, patience par rapport à qui? Il ne peut pas parler de patience avec les membres du gouvernement. Il est le Premier ministre. Un Premier ministre. Allez, des soucis de liaison avec Monoko. Qui dit qu'il a été patient. C'est un autre qui aurait parlé à d'autres. Et c'était au ministre pour en discuter. Il avait tous les leviers pour gérer ça. S'il ne l'a pas géré, c'est la faute à qui? La question reste et demeure. Alors, Mamadou Sidibé, je vous retrouve. On passe là donc d'un Premier ministre civil à un Premier ministre militaire avec donc l'arrivée du général de division Abdoulaye Maïga, lui qui a connu effectivement ce poste, même si le bail n'était pas assez conséquent. Il a montré, bien entendu, pendant une période relativement courte ce dont il était capable. Est-ce que vous avez, cette fois-là, puisque vous avez fait une forme de fixation tout à l'heure autour du casting qui avait préalablement été fait
fait sur la personne du docteur Choguel Kokala Maïga. Alors, de votre expérience, de la forte expérience que vous avez, est-ce que vous vous dites, cette fois-ci, on est parti forcément sur un bon pied? Ok, merci beaucoup, monsieur. Et seulement, avant de répondre, j'ai quand même décelé l'intervention de Bill, qui est bien sûr un camarade, et puis l'intervention de M. Diko. Et dans leurs deux interventions, j'ai juste révélé une chose. Quand ils parlent bien évidemment de l'action gouvernementale, de l'action bien sûr de ce que Choguel avait fait, de ce que Abdoulaye Maïga viendra faire, je dénote sincèrement qu'on me parle de discours. Alors que gérer un pays, ce n'est pas faire que des discours. Gérer un pays, c'est mener des actions, c'est poser des actions. C'est changer le quotidien, bien évidemment, de ses concitoyens. C'est cela, gérer un pays. Ce n'est pas que les discours incendiaires, des discours. Non, non, non. Vraiment, je voulais même profiter pour leur dire que moi, j'ai mal quand on essaye de ramener la gestion étatique au discours tenu par Jean-Mathieu Oupol. Maintenant, par rapport à la nomination, bien sûr, des militaires à la primature, vous savez, j'ai un avantage. Mamadou Sidibé, oui. Permettez avant peut-être que vous apportez des éléments de réponse sur la vision que vous avez effectivement sur la personne du général de division, Abdoulaye Maïga. Est-ce que jusqu'ici, 3 ans après la mise en place de la transition, vous vous dites qu'on n'a pas suffisamment avancé du point de vue peut-être du développement socio-économique, parce que c'est une transition qui est censée poser les bases, ou alors les jalons en tout cas d'un Mali nouveau. Est-ce que vous vous dites dans le fond, ok, on a passé 3 ans et pendant ces 3 ans, vous n'avez pas l'impression que jusqu'ici le Malien lambda ressent l'impact effectivement de l'embellie apportée effectivement par cette transition-là? Vous savez, réellement c'est à ce niveau malheureusement parce que ce n'est pas la première transition que nous avons vécue depuis l'avènement de la démocratie. En 91, nous avons connu une période transitoire. Après cela, en 2012, nous avons également connu une autre période transitoire. Et en 2020, c'est la 3e fois que nous vivons bien évidemment des périodes transitoires. Mais vous conviendrez qu'aucune de ces transitions n'a ressemblé sur le plan économique à celle que nous vivons, même si le contexte général est difficile. Donc, si 3 ans après, vous conviendrez qu'économiquement, s'il y a des soucis, ça veut dire en réalité que peu de choses ont marché. Ça, c'est une évidence. C'est pourquoi nous aurions dû, moi, dans mon vision, bien évidemment, des faits, je ne suis pas dans les secrets étatiques, mais ma vision de la gestion étatique m'amène toujours à faire comprendre aux gens qu'on n'a pas besoin de jeter l'eau du bain avec les bébés. Et que composer un État aujourd'hui, aucun État ne peut se permettre de débrouiller seul. Non, 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 non. Et les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts, cela a été dit. À partir de ce moment, c'est à nous d'user bien évidemment de notre intelligence pour savoir comment réellement coopérer avec les autres États qui, de plein droit, cherchent quand même à tirer leur épingle du jeu. À nous également de tirer notre épingle du jeu en usant de nos intelligences pour vraiment nous attirer les faveurs et essayer de tirer au maximum profit de nos relations avec n'importe quel État au monde. Et cela, nous pouvons le faire sans que ça ne soit, bien évidemment, sans que ça ne passe par les invectives, sans que ça ne passe, bien évidemment, par les ruptures, sans que ça ne passe par des choses vraiment déplorables. Ça, c'est mon point de vue par rapport, bien évidemment, à cette question. Alors, pour revenir sur, le profil du nouveau Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, est-ce que forcément c'est the right man and the right place, c'est-à-dire l'homme qu'il fallait à la bonne place? C'est que je disais tout à l'heure que mon avantage, c'est qu'en réalité, je suis à équidistance de tout le monde. Je ne suis pas politique, mais au-delà, je ne parle en réalité qu'en fonction de mon fort intérieur. Si vous me demandez si vraiment il fallait nommer Abdoulaye Maïga, ce matin, j'ai accordé des interviews à d'autres chaînes. J'ai encore répété ce que j'ai dit avant la nomination de Choguel. On aurait mieux fait. Moi, sincèrement, selon moi, ce n'est pas un bon coaching. Parce que la primature, la présidence, ça reste quand même une vision unique qui est une vision bien évidemment militaire. Et une période transitoire, je l'ai dit, j'aurais quand même souhaité qu'il y ait encore un premier ministre neutre bien chevronné
qui allait une fois encore peut-être racoler les morceaux que Choguel n'avait pas pu racoler, en rassemblant l'ensemble, bien évidemment, des forces libres du Mali. Parce que comprenons tout simplement que le Mali est un pot commun. Et le régime le plus militarisé au monde, ça c'est bien évidemment en Birmanie. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, les généraux birmans ont amené bien évidemment une civile à la tête de l'État birman, qui est Aung San Suu Kyi, comme premier ministre. Et pourtant, ils ont tous les pouvoirs, la latitude de pouvoir mettre un général ou bien n'importe qui là-bas. Mais ils ont compris que, quel que soit le régime, on a besoin de s'ouvrir bien évidemment au monde extérieur. Donc, dans le contexte actuel, dans le contexte où aujourd'hui le monde entier attend l'ouverture bien évidemment du Mali vers eux, dans le contexte où le Mali aujourd'hui a besoin de cette ouverture, moi j'estime sincèrement qu'on aurait mieux fait de prendre un premier ministre civil et neutre. Même l'actuel ministre de la, comment on appelle, de la coopération internationale des affaires étrangères, bien sûr du fait qu'il soit civil et qu'il soit à équidistance de tous, il aurait peut-être fait un bon premier ministre pour rassembler davantage les Maliens et pour davantage ouvrir bien évidemment le Mali et renouer bien évidemment nos relations avec l'ensemble des partenaires de la planète. Donc très sincèrement, si vous me demandez mon avis personnel, moi j'estime que mettre un militaire à la primature dans le contexte actuel, je dirais que ce n'est pas un bon choix. Sur votre point de vue, Bill Traoré, je vous donne la parole pour tenter de rebrosser rapidement avec vous ces 3 années de transition portées notamment par le docteur Choguel Kokala Maïga. Alors, qu'est-ce qui, de votre point de vue, qu'est-ce qui n'a justement pas permis à ce que il y ait ce fort ancrage au niveau effectivement du gouvernement de transition entre le docteur Choguel Kokala Maïga? Est-ce que vous avez l'impression qu'il, du moins même s'il laisse transparaître dans ses discours qu'il y avait une forme de cassure entre lui et son administration? Qu'est-ce qui, de votre point de vue, Bill Traoré, aurait, de votre point de vue, trahi alors contribué à une telle fragilité de l'administration, alors du gouvernement de Dr Choguel Kokala Maïga? Ok, merci M. Fabrice. Je tiens à préciser quelque chose. En toute sincérité, aucune grande nation ne se construit sans parler. Les discours vont en corrélation avec la défense de la souveraineté, de ce que nous cherchons. Et chaque acteur a sa place dans le développement, dans la défense de la souveraineté. Pendant les 3 années passées de la transition, il y a eu beaucoup d'avancées. Parce qu'à l'époque, nous assistons à des théories odieuses, nous assistons à des conflits entre guillemets intercommunautaires qui nous avaient été imposés par l'impérialisme. Aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a pas la sécurité 100%, mais aujourd'hui, les Maliens ne se plaignent pas comme auparavant. Aujourd'hui, la bonne gouvernance au Mali n'est cachée à personne. Aujourd'hui, la diplomatie malienne est à féliciter à travers le monde entier, ainsi de suite. Mais maintenant, qu'est-ce qui est arrivé à Choguel Kokala Maïga? Moi, je me pose la question. Est-ce que nous avons Bill Traoré avec nous, parce qu'on tentera de comprendre effectivement... Oui, Bill, on a été momentanément interrompu avec vous. Je crois que la légion est revenue et vous souhaitez nous exposer véritablement de votre point de vue ce qui aurait mal marché au sein de la transition, du moins du gouvernement de transition géré par Choguel Kokala Maïga. Non, c'est parce que le fait que au moment que au Mali ici, nous sommes dans une situation exceptionnelle, cela n'est caché à personne. Docteur Choguel Kokala Maïga, comme un co-débatteur a eu à le dire, le Mali, dans sa globalité, tous les Maliens doivent se mettre ensemble. Lui, son combat doit être de telle sorte que les Maliens se donnent la main, les Maliens soient comme un seul homme pour faire face à cette politique extérieure imposée en nous. Mais de notre, comment dirais-je, plus grande désolation, nous avons compris à chaque fois que Dr Choguel Kokala Maïga organise un meeting, c'est pour venir exposer le Mali, c'est pour venir dire des choses en toute sincérité que le peuple malien, que l'Afrique n'a pas besoin. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est de l'unité, c'est de nous donner la main. Mais dans ses discours et dans ses actes, nous avons compris dans ces derniers temps-là, il est en train même d'abandonner
comment dirais-je, le pouvoir qui lui a été conféré en tant que coordinateur de l'action gouvernementale. Maintenant, le choix du général Abdoulaye Maïga à la poste du Premier ministre, je pense que c'est une continuité qui est là. Parce que Abdoulaye Maïga, pendant ces 4 mois de règne au niveau de la primature, nous avons compris qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Je vais vous dire quelque chose. Alors, pendant effectivement que vous évoquez ces avancées mises en place par le général de division de la Maïga, il y a quand même ces grèves qui sont contenues dans ce qui pourrait être qualifié comme, par les uns comme dans les mémoires du docteur Choguel Kokala Maïga, qui lui reproche un certain nombre de choses, notamment le non-respect des résolutions des assises nationales de la refondation sur le cas effectivement de la formation des partis politiques. Il lui reproche d'ailleurs d'avoir donné des licences à des formations politiques qui ne devraient pas exister, s'offusquant d'ailleurs que pour 20 millions de Maliens, et bien qu'on ait jusqu'à 200 partis politiques, et pour lui c'était exacerbant. Monsieur Gom, Monsieur Fabrice, vous m'entendez? Parfaitement, allez-y Bill. Voilà, donc il faut reconnaître que le ministère de l'administration territoriale est un ministère politique du gouvernement. À un certain moment donné de la nation, il faut que le ministre qui est en charge de l'administration prenne sa responsabilité vis-à-vis de certaines dérives. Quand on parle du refus d'accorder ou du refus de donner des licences, des autorisations aux partis politiques ou bien aux associations, c'est parce que le Mali se trouve dans une situation très, très exceptionnelle. Donc moi, je ne pense pas que M. Abdoulaye Maïga, en tant que militaire, je peux dire aussi en tant que politicien, parce que nous n'avons connu aucun ministre de l'administration territoriale qui est parvenu à mettre des niveaux de ces ministères-là plus que lui. Parce que le Mali s'est trouvé dans une situation très, très, très complexe. Des caprices de liaison avec Bill Traoré qui, bien entendu, revenait pour poser, du moins, de restituer sa part de réflexion autour donc, de ce jeu d'influence entre guillemets qui a, allez-y, Bill Traoré, on vous a retrouvé à nouveau. Vous étiez en train effectivement d'exposer ce jeu d'influence, ou alors cette action ce jeu d'influence qui a donc au niveau, ce jeu d'équilibre aussi qui a lieu au niveau du ministère de la décentralisation, avec notamment ce jeu politique qui doit donc tenir compte de votre point de vue de toutes les sensibilités afin de maintenir un certain équilibre national. Bill, vous avez la parole. Bokari Diko, est-ce que vous nous recevez? Ah oui, je reçois 5. Je crois qu'on va vous retrouver peut-être en attendant que la liaison soit stable, beaucoup plus stable avec Bill Traoré. Alors, Bokari Diko, on passera on est désormais à l'étape, on dirait ici l'étape 2 de cette transition avec donc, notamment l'arrivée du général de division Abdoulaye Maïga à la primature. Mais alors, de votre point de vue, est-ce qu'il y a matière à se satisfaire du point de vue peut-être sécuritaire? Oui, mais du point de vue économique, est-ce qu'on a l'impression que vous êtes journaliste, je rappelle, directeur de publication pour le journal Le Matin, je crois bien. Alors, est-ce que vous avez l'impression que les indicateurs économiques de votre pays sont tout aussi plaisants comme on le voit au sein de l'espace AES du côté du Niger? On a vu le pays réussir effectivement à lever un certain nombre un certain nombre de paquets financiers pour pouvoir permettre effectivement à ce que ce pays booste son secteur économique. Au Burkina Faso, on a plus ou moins l'impression qu'on est en train de véritablement capitaliser dans ce secteur économique. Est-ce que le Mali aujourd'hui qui est justement la tête de proue de cette révolution ouest-africaine, n'est-il pas aujourd'hui en train de traîner le pas de votre point de vue, Bokari? Bokari Diko, Bokari, la parole est à vous. Oui, je vous écoute. Alors, je disais du point de vue des indicateurs économiques, est-ce qu'il y a
matière à se satisfaire de ces 3 années de transition sous le magistère du Dr Choguel Kokala Maïga. Sur le plan sécuritaire, oui, il y a des avancées exceptionnelles qui sont observées avec notamment la restauration de l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire. Et très récemment, d'ailleurs, on célébrait la reprise de Kidal avec les enseignants qui ont réussi à se redéployer pour donner donc dispenser du savoir aux élèves, aux apprenants. Mais sur le plan économique, est-ce que le Mali est véritablement dans cette dynamique observée auprès de ses voisins, notamment de l'AES, que ce soit le Niger ou alors le Burkina Faso, qui plus ou moins ont une forme d'embellie sur le plan économique? Écoutez, je peux 3 années de primature de Choguel Kokala Maïga, on a vu l'économie malienne en temps de scie, malgré de gros efforts entamés par le ministère des Finances, on peut dire économique aussi rose comme on peut le dire. Parce qu'économiquement, ça traîne. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, même les événements, dans l'espace de 10 mois, posent problème. Mais on a remarqué que le ministère des Finances peine à avoir des fonds, mais ça commence à bouger petit à petit. Nous osons espérer qu'avec l'avènement de Ablaye Maïga, le jury de division, à la primature, qui va insuffler du sang neuf à l'action gouvernementale, ça risque de donner de l'espoir aux partenaires, et ça risque aussi c'est un signal fort en tout cas pour la CEDEAO, etc., avec qui le Mali travaille, pour qu'on puisse avancer comparativement aux États de l'AES. Je crois que de l'autre côté, ça commence à bouger, et chez nous, ça stagne. Et je pense qu'avec l'arrivée d'Ablaye Maïga, les choses doivent bouger. Ce qui a manqué effectivement à Choguel Kokala Maïga, comme disait, reprochait M. Sidibé, qu'on parle des discours. Non, un Premier ministre, ce n'est pas les discours, c'est le contrôle gouvernemental, souvent sur le terrain. Et rarement, Choguel Kokala Maïga, sur le terrain pour contrôler l'action de ses ministres sur le terrain. Rarement, on l'a vu. On a passé tout le temps dans des discours politiques vraiment à rabasser les oreilles, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a vu que ça ne va pas se cacher. On a l'impression que c'est tout caché, des carences par rapport au contrôle des actions gouvernementales. Non, de taper du poing de la table, tel ministre dont, en tout cas, les actions ne portaient pas leurs fruits. Et nous pensons qu'avec Ablaye Maïga, ça doit booster les choses. Et l'autre élément par rapport à Ablaye, l'arrivée même, la reconduction d'Ablaye Maïga, nous comprenons à notre niveau, je comprends qu'en réalité, les militaires ne font pas confiance, ils n'ont confiance qu'à eux-mêmes. Après, pardon, tout le monde, et Mokhtar à ce Kokala Maïga, on se dit, ben, pourquoi pas, notre pouvoir, maintenant, on prend, le peuple est derrière nous, montrons qu'on sait faire mieux que ça. Le domaine sécuritaire, vous l'avez dit, ça avance. Mais le domaine économique, beaucoup de choses restent à faire. Et nous avons espéré qu'avec le retour de Ablaye Maïga, les choses vont pouvoir évoluer dans les bons sens. Pour qu'on puisse en tout cas mériter la tête de proue de l'État de l'AES. Ouais, merci à vous, Bokari Diko. Monoko, la même réflexion également pour tenter de se dire, est-ce que, ok, on a suivi Bokari Diko qui est assez objectif. Pour lui, l'arrivée du général de division va peut-être permettre effectivement au pays de pouvoir de mettre un accent particulier autour de son développement économique. On le sait, la priorité du général Assimi Goïta, il a dit, c'est la sécurité et encore la sécurité. Mais comparaison n'est certes pas raison quand on regarde avec les voisins de l'AES et les indicateurs du Niger et même ceux du Burkina Faso. Il y a une forme d'embellie sur le plan économique. D'ailleurs, le panier de la ménagère de ces deux pays commence à recevoir un véritable bouffée d'oxygène. Pourtant, du côté du Mali, on a l'impression qu'on n'est pas véritablement, on n'a pas encore atteint cette forme d'embellie économique. La population continue en tout cas, de crier encore pour espérer effectivement qu'ils puissent avoir cette action qui pourra permettre aujourd'hui aux Maliens de pouvoir suffisamment bénéficier d'un certain nombre des retombées, des fruits de la croissance, même s'il y a bien entendu encore ces dissidences qui sont observées sur le plan sécuritaire. Mais est-ce que l'arrivée du général de division va changer grand-chose dans cette orientation économique, Monoko Toali?
ce qu'il faut espérer, c'est ce qu'il faut espérer parce que en la matière aujourd'hui, tout le monde est conscient que la crise est aiguë au niveau économique. Effectivement, au niveau de l'armée, des efforts se font et que tout le monde salue. S'il y a un bilan qui peut être aujourd'hui être considéré à la faveur de la transition, c'est un bilan au niveau militaire. Vous avez vu que avant-hier, les gens célébraient donc une année de la reprise de Kidal. Donc, si on reprend Kidal, cela suppose que l'armée a travaillé et a travaillé de sorte que Kidal soit repris. Donc, ça, c'est une avancée, ça, c'est un résultat palpable. Cela dit, au niveau économique, toutes les activités, pour ne pas aussi trop affoncer le qualificatif et pour le respect de cette grande nation que nous avons, il faut savoir accepter que ça ne va pas au niveau économique. D'abord, les délestages qui paralysent les activités, ceux qui sont dans le secteur informel, ceux qui travaillaient avec l'électricité, donc les ferrailleurs, tous ceux qui ont recours dans la journée, les couturiers qui utilisent les machines électriques. Alors, tous ceux qui participent, même les imprimeurs, les journalistes en souffrent parce que les imprimeurs, les imprimeries ne peuvent plus fonctionner comme à l'accoutumée. Alors, cela pose effectivement le souhait, la question du souhait de faire en sorte que dans un premier temps, l'électricité revienne. Ça, c'est le premier souci de toutes les manières. Au moment où nous sommes en direct actuellement, vous comprendrez, si vous voyez notre image, vous allez déjà savoir que le délestage est passé par là. Et ce n'est pas le souhait d'une nation, ce n'est pas le souhait de tous les citoyens. Avec l'arrivée d'Abdoulaye, donc général Abdoulaye, il faudrait donc penser, et l'espoir est là, et moi c'est l'espoir qui est exprimé, que l'électricité, les délestages puissent prendre fin. Au niveau du panier de la ménagère, vous l'avez dit, les prix ont grimpé alors qu'il n'y a plus d'argent, l'argent ne circule pas. C'est une réalité. Alors, est-ce que tout ça pourrait permettre à ce que l'on applaudisse un Premier ministre? Parce que le Premier ministre, c'est le bilan aussi. On se souvient qu'au niveau du CNT, il avait été noté 3 sur 10. On ne pas dire 33%, 33%, 3 sur 10. Alors, c'est ce qui... Non, 30%, pardon. Donc, c'est ce qui suppose qu'il y a un souci de gérer tout ce qui pourrait aider à équilibrer le social. En d'autres termes, il faut faire que l'emploi puisse vraiment être relancé. Au niveau de la diplomatie, il faut aussi revoir cela pour que les bonnes relations avec les institutions, on salue déjà le Mali qui a posé le problème de sa souveraineté, mais la souveraineté ne veut pas dire s'exclure ou s'isoler. Donc, à ce niveau aussi, les leviers de la diplomatie probablement seront activés pour que le Mali retrouve sa place et que le Mali travaille comme d'habitude et qu'au niveau des institutions partenaires au développement, quand on parle d'une nation ou d'un pays, c'est aussi les grands projets, les projets de développement qui permettent à ce qu'il y ait la situation et la redistribution de l'argent pour que tous les citoyens lambda et que même les ménagères, même les vendeurs de paniers puissent en bénéficier. Et s'il n'y a pas de grands travaux, s'il n'y a pas de financement sur cette entreprise où les grandes activités sont plus ou moins paralysées dans le secteur même du tourisme, compte tenu de l'insécurité, le secteur touristique est plus ou moins paralysé, il faut donc que le nouveau Premier ministre, avec ce nouveau gouvernement, puisse booster ces secteurs, beaucoup de secteurs qui sont touchés par cette crise pour qu'on puisse justement sortir et souffler un peu. Alors, est-ce que l'espoir est permis? Oui, il faut toujours faire confiance parce que celui qui est aujourd'hui à la primature, c'est aussi ceux qui gèrent le pays. Ce n'est plus à dire que c'est un être extérieur. Non, c'est l'homme de la maison qui est aux commandes désormais. Il saura où mettre les pieds, il saura comment gérer les situations pour que le Mali
Mali puisse souffler et que les populations puissent respirer et que chacun puisse vivre de son salaire et que de ses petites activités. Alors nous parlons, la situation est critique, il faut être honnête là-dessus, tout en saluant les efforts de l'armée, le bilan de l'armée est indiscutable, tout le monde est unanime là-dessus. L'exemple des villes qui ont été reprises, même si les criminels et les vagabonds sévissent actuellement, mais l'armée est tout taille au grain et a fait même déjouer beaucoup de choses par rapport à ce qui s'est passé ici à Bamako. Il faut saluer l'armée, de vive voix. Maintenant, les autres secteurs, il faut faire en sorte que ça puisse lutter. Rectification du gouvernement de transition, il y a eu la rectification de ce que d'aucuns qualifieraient de coup d'État, mais pour nous, ça reste un coup de révolution, avec notamment la mise à l'écart de Moktawan et Bandao. Aujourd'hui, on a une forme de rectification de la transition. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter véritablement de ces dynamiques qui s'entremêlent et qui, du point de vue du Malien lambda, ne rassurent pas toujours? On ne devrait pas s'inquiéter si, effectivement, le Premier ministre civil avait joué son rôle. C'est ça, en fait, il faut que les gens prennent du recul pour mieux analyser la situation. Tout militaire, qu'on le veuille ou non, est formé pour faire la guerre. Le militaire n'est pas fait pour faire la diplomatie. Il n'est pas fait pour sourire aux gens. Il est militaire et pour eux, c'est des principes qui sont à appliquer. Donc, si les militaires ont eu le réflexe d'associer les civils dans la gestion du pouvoir, il était du devoir et de la mission de ces individus-là pour régler ce qui devrait être au niveau social, au niveau communautaire, au niveau économique, à tous les niveaux, et laisser les militaires gérer le volet militaire. Parce que le militaire, il est conçu, il est formaté par rapport à ce qu'il aime, c'est-à-dire la sécurisation et l'intégrité du territoire, des citoyens et de leurs biens. Ça, c'est leur formation. On ne peut donc pas demander à un militaire pourquoi on ne peut pas accuser un militaire de n'avoir pas fait la diplomatie. Lui, il n'est pas fait pour faire la diplomatie. Donc, ils ont eu la chance, le réflexe d'appeler les civils. Et si un civil a échoué, ce n'est pas la faute de ceux qui ont fait appel aux civils. C'est parce qu'eux, ils savaient et ils pensaient du moins que Monoko Touali, sauf que vous dites que le gouvernement, alors le Premier ministre civil a échoué, sauf qu'il n'a pas été démis sur la base du non-respect, alors du non-accomplissement de la feuille de route. Il a été démis de ses fonctions du fait de ses prises de position, ce qui est quand même assez paradoxal, puisque jusqu'ici, il n'y a pas une forme d'évaluation de la part des autorités, des plus hautes autorités locales, de la transition menée par le docteur Choguel Kokala Maïga. Ce n'est que sur cette base qu'on pourrait se dire, oui, il a véritablement échoué, parce que les objectifs à lui assigner n'ont pas été atteints. Sauf qu'ici, il fait les frais de ses positions jugées inadaptées et inopportunes. Il prend position par rapport à lui-même. Qui est le chef du gouvernement? Qui gère le Mali? C'est le Premier ministre qui gère un pays. C'est lui le maître d'œuvre, l'architecte, c'est lui le levier. Et quand le Premier ministre a dit qu'il dénonce quoi? Il faut poser la question sous ce angle-là. Il relève les griefs à l'égard de qui? C'est lui seul qui peut appeler le président de la transition, celui qui peut appeler ses ministres, discuter avec eux, celui qui peut appeler le secrétaire général de la présidence pour discuter avec lui. C'est lui qui a tout est entre ses mains. Alors, si aujourd'hui, il dit qu'il leur reproche qu'il n'est pas associé à telle ou telle décision, on s'interroge. Qui devrait l'associer? Est-ce qu'il... Si, voilà, c'est des questions de fond. Et donc, à ce niveau, ça fait partie de son bilan. On parlait tout de suite des délestages. Le bilan des délestages, on va amputer ça à qui? On va amputer ça à qui? Le panier de la ménagère, aujourd'hui, 100 francs n'a plus de valeur ici, sur le marché. On va amputer cela à qui? Voilà, il ne faut pas sortir de ça. Il faut sortir de la logique de la manipulation ou de justification de la politique politicienne. Il a été le chef du gouvernement de la transition du Mali.
Personne d'autre. Il était le seul. Alors, si aujourd'hui, il prend un meeting pour dire non, on ne m'a pas associé, je m'informe sur les réseaux sociaux, je m'informe sur RFI, qui a interdit RFI? Ce n'est pas le gouvernement qui a signé ça. Et lui, il dit qu'il s'informe sur RFI, sur France 24. Comment voudrez-vous que les citoyens lambda comprennent ça? Lui qui devrait faire respecter ce principe, celui qui devrait faire respecter cette loi, ou cette décision, ou cette interdiction. Lui, il dit qu'il n'écoute RFI France 24. Donc, il a aussi violé le principe que lui-même est signé. Fabrice, personne n'est contre ce grand monsieur parce qu'il a trop travaillé. Nous l'avions déjà dit que si on parle aujourd'hui du Mali par rapport à ses prises de position avec l'opinion internationale, l'ONU, la communauté internationale, CEDEAO et tout, Choguel Kokala Maïga, il faut lui tirer le chapeau. Il a travaillé sur ce terrain. Maintenant, en interne, parce que gérer un pays, c'est pas tout passer son temps à faire des conflits. Gérer un pays, c'est satisfaire aux besoins des populations, aux citoyens. Les citoyens veulent que leurs dirigeants les mettent dans les conditions. Alors, à quel bilan? Le bilan qui lui a déjà été amputé, c'est le bilan du CNP. La liaison est rétablie avec vous. Vous m'entendez? Parfaitement, Monoko. Nous vous recevons parfaitement. Ok. Rassurez-vous. Donc, pour dire que le CNT, Conseil national des transitions, lui avait déjà donné 3 sur 10. Fabrice, ça c'est un bilan, c'était une bonne note. Une note qui est le résultat de ces travaux. Prenons aujourd'hui, point par point, tous les départements, tous les ministères, point par point. Il faut saluer simplement l'armée. Le reste, qui peut aujourd'hui prendre son doigt pour dire, je parlais tantôt du tourisme, le secteur touristique, les hôtels, l'hôtellerie. C'est comment? Comment vivent les gens aujourd'hui dans ce secteur? Le secteur culturel, comment les gens vivent là-bas? Il y a beaucoup de situations. Et tout ça c'est à l'actif. Si c'était bien, on allait dire bravo, Premier ministre. Mais si c'est pas bien, c'est aussi lui. Alors, si on ne peut pas lui attribuer ce bilan, on va l'attribuer à qui? Ce qu'il a fait, peut-être qu'il voulait que le président de la transition ne soit désavoué par le peuple malien, la population malienne, parce que dans son meeting, il s'est adressé à qui? Il s'est adressé à la population pour dire que non, on ne m'associe pas. Je ne suis pas au courant. Certaines dates ont été prolongées sans que je ne sache. Il disait ça à qui? Ou en le disant à la population, il s'attendait à quoi? C'est les questions de fond. Puisque ce n'est pas lui, il n'est pas bien placé pour le dire. Lui, il avait des canaux. Il peut prendre rendez-vous avec le président de la transition. Les deux s'asseyent tête à tête à Koulouba ou à Kati où ils veulent et ils peuvent discuter tête à tête. Sans que personne ne le sache. Il peut rencontrer le ministre des Arts de l'administration du territoire, donc il parlait dans son document, il peut le rencontrer, discuter avec lui, et ils peuvent se comprendre et s'entendre, et que là, aucun Malien ne l'apprendrait, aucun citoyen lambda ne l'apprendrait. On ne peut pas exposer le dossier d'un État sur la place publique et tout ça se retrouver dans tous les grains, comme si c'était un débat de l'homme de la rue. Non, il est trop grand, il est trop grand ce monsieur. C'est un grand monsieur, c'est un grand responsable. Il a une expérience très avérée en politique. Il est très poussé, il a des expériences très poussées à ce domaine. Il a travaillé depuis Moussa Traoré, Alpha Oumar Konaré, ATT et Ibeka. Il est toujours dans le pouvoir, dans les lois de la gestion de l'État. Il devrait comprendre, il devrait savoir que les dossiers de l'État, on ne les met pas sur la place publique. Et donc, si aujourd'hui, il y a un souci de dire que non, il relève les griefs et il nous a fait comprendre aussi qu'au sommet de l'État, ça n'allait pas. Mais est-ce que le citoyen lambda avait besoin de ça? Qui avait besoin de savoir si ça ne va pas au sommet? C'est lui qui devrait gérer ça. Et s'il ne l'a pas géré, il a mis tout au dehors. Il s'attendait à quelle réaction?